Sans plus attendre, on vous a juste libéré à l'heure. On va passer à la deuxième séquence qui parle d'alimentation, puisqu'on est sur un sujet plus souvent évoqué dans les circuits courts et la réduction des émissions carbone, qui est celui de l'alimentation, avec les circuits courts alimentaires qui réunissent des producteurs agricoles, exploitants et des consommateurs. On a le plaisir d'accueillir Jean-Michel Bouat, qui est l'adjoint au maire d'Albi, délégué au développement durable, à l'agriculture urbaine et à l'alimentation, à la circulation et au stationnement, et qui va nous expliquer un petit peu quel est ce projet des circuits courts alimentaires albigeois. Bienvenue à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être le plus concis possible pour qu'on puisse échanger et essayer de vous présenter ce qui a été notre projet à partir de 2014. On ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être augmenter un petit peu le volume de votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez mieux? Bon, on entend. Ce n'est pas très fort, mais on entend. Allez-y, et puis on vous dira s'il y a une difficulté. Je vais m'équiper d'un casque. Est-ce que c'est mieux? Ah oui. Merci, c'est beaucoup mieux. Je n'entends pas. Voilà, c'est mieux avec le casque. Allez-y. Alors, donc le projet albigeois en fait, a démarré en 2014 sur 3 leviers. L'idée, on était vraiment dans la ville cultivée. Albi, ville 2 fois UNESCO, de par son patrimoine. Et c'est vrai que se posait le problème de l'alimentation en 2014. J'ai dû être un des premiers maires adjoints à l'agriculture urbaine, puisque ça faisait partie de notre projet politique. Au départ, nous avons identifié 3 leviers. Le premier levier, c'est la ville et les citoyens. Le deuxième levier, c'est le foncier agricole dans la ville. Et le troisième levier, c'est le volet agriculture conventionnelle. Alors, je vais essayer aujourd'hui, je ne vais vous parler que des 2 premiers axes qui sont vraiment dans la thématique qui est abordée aujourd'hui. Donc, le premier, par rapport aux citoyens, l'idée, ça a été de mettre en fait l'agriculture en évidence pour tous, notamment pour les urbains. Ce qui m'avait interpellé, moi, qui a fait question au départ, c'était tous les espaces verts dont nous disposions dans la ville, dans les villes, et les fils au resto du cœur qui se rallongeaient chaque année. Je me disais quand même, il y a peut-être un lien à faire entre tout ça, des espaces verts, avec des herbes coupées souvent trop courtes et parfois arrosées avec de l'eau potable. Voilà, il y avait quelque chose à faire. Donc, on a initié des actions avec les associations et notamment avec les incroyables comestibles. On a lancé plusieurs expériences pour mettre des légumes dans la ville et les légumes, ils n'étaient plus à voler, ils étaient à donner. Au départ, beaucoup d'interrogations de nos concitoyens, mais vous ne garderez pas de légumes, vous allez tout vous faire piller. Mais en fait, très peu. Et une adhésion de la population qui ne comprenait pas trop cette démarche au départ, mais avec les militants, avec les associatifs, ça a fonctionné. L'idée étant qu'à chaque fois, moi, je ne voulais pas qu'on apparaisse, je voulais surtout ne pas municipaliser les actions. C'était vraiment porté par des citoyens. Donc, on a commencé dans un premier quartier. On a 3 quartiers à vocation sociale dans Albi. Dans le premier quartier, c'est une expérience avec quelqu'un qui avait cette double compétence à la fois de maraîcher et de médiateur, parce qu'il y a quand même de la médiation à faire. Donc, on lui a dévolu un terrain. Alors, un terrain constructible, donc ça a fait débat aussi au conseil municipal parce que, bon, voilà, on lui a donné un terrain de 2000 m², on lui a mis à disposition. Mais bon, voilà. Et cette personne a démarré une activité. Alors, au départ, il était sur un modèle économique mixte, puisqu'à la fois, il faisait de l'animation sociale et de la vente de légumes. Aujourd'hui, il ne fait plus de vente de légumes, il ne fait que de l'animation. Et il réunit 3 fois par semaine 25 à 26 personnes qui vont jardiner. Alors là, l'idée, c'est que je travaille et je récolte. On est avec des publics souvent éloignés de l'emploi, immigration récente. Ça fait des gens qui retrouvent une certaine dignité parce que je puis vous assurer que le père ou la mère de famille qui rentre le soir à l'appartement avec un panier de légumes qu'il a lui-même cultivé,
ben, ça change beaucoup de choses. Ensuite, sur les images, la deuxième image, c'est un pied d'immeuble qui a été investi par des citoyens. Alors, on fait convention. Voilà, parce qu'en 2014, par exemple, juridiquement, on s'est aperçu que dans une commune, on savait faire des arrêtés municipaux pour faire des tranchées ou poser des échafaudages dans la rue, mais on ne savait pas donner des terrains à cultiver. Et la troisième action, c'est là aussi sur un quartier. Sur un quartier d'Albi, la chose s'est faite petit à petit. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'est un ancien espace qui était dévolu pour faire assécher les draps, des étendoirs. Et c'est devenu un jardin potager. Là, pareil, avec des médiateurs, c'est des associations. Aujourd'hui, ça a fait que dans le service municipal patrimoine végétal, on a formé quelqu'un, un BTS horticole. On lui a fait faire une formation de médiateur social pendant un an pour qu'il puisse partager, parce que souvent les jardiniers sont en général des taiseux, ils aiment bien garder leurs infos. C'est difficile de partager, c'est un métier, la médiation. Et donc aujourd'hui, on forme aussi des gens à cette médiation. Et dans ce dernier quartier de Cantepo, qui est le cinquième quartier le plus pauvre en potentiel fiscal, en revenu fiscal par citoyen, on a lancé une nouvelle façon je vais dire, d'implanter le jardin. C'est-à-dire qu'avant d'implanter le jardin, on fait des réunions, et ces réunions, ça s'appelle des soupes de parole. On arrive à 17h avec la cuisine centrale nous livre les légumes. Tout le monde se réunit autour de la table, on épluche les légumes, on fait cuire la soupe. Et après, on commence à discuter, on fait des post-it et les gens partagent. Et je puis vous assurer que dans le comportement humain, une fois qu'on a résolu le problème de la nourriture, on passe à autre chose. Et voilà, ça a fonctionné excessivement bien, cette façon de faire des trucs. Sur des premières réunions, je vais faire rêver les élus locaux, mais juste avec quelques invitations, on se retrouve avec 30 à 35 personnes qui veulent partager, qui veulent faire pousser des légumes. Donc, le deuxième volet, c'est l'acquisition du foncier agricole dans la ville. Donc là, nous avons fait une ZAD, qui n'est pas une zone à défendre, mais c'est une zone à aménagement différé, procédure bien connue des élus. Ben, ça nous permet tout simplement de préempter ce qui est à vendre. On a fait ça, on est quasiment au pied de la cathédrale d'Albi, on la voit. On est à 10 minutes à vélo du centre-ville d'Albi. Et là, on a réussi jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a délimité 73 hectares, c'est les pointillés, et c'est encadré par la rivière. Tout ce qui est en couleur, assuré, c'est acheté en cours d'acquisition, en location. Ça représente aujourd'hui 14 hectares. Il y a 4 maraîchers qui produisent des légumes et qu'ils vendent sur place ou dans les marchés locaux. Et la dernière installation, c'est une association, la Landelle, qui fait de l'insertion par le maraîchage et qui est le fournisseur de la cuisine centrale. Donc là, sur 4 hectares et demi, il y a 6 personnes qui travaillent, donc un animateur et 5 emplois en conversion, qui produisent donc les légumes. C'est tout en bio, bien sûr. C'est irrigué naturellement par la rivière Tarn. Et voilà, derrière, on est aujourd'hui aux alentours de 80 tonnes de légumes qui sont produits localement. Ça, c'est des initiatives municipales. Je ne vais pas parler des initiatives privées. Par définition, elles sont privées, donc je n'ai pas vocation à toutes les connaître, mais ça a déclenché quand même depuis 2014, on parle beaucoup de maraîchage et de légumes à Albi. L'outil de structuration, puisque tout ça, ça avait démarré en 2014, mais à partir de 2017, il a fallu structurer tout ça. Et surtout, il a fallu mettre autour de la table tous les gens avec qui nous échangions unilatéralement. On voulait vraiment que ça communique entre tout le monde. Donc, on a lancé à travers la démarche d'un plan alimentaire territorial, surtout ce qui est l'âme du projet, mais qui est l'âme du projet depuis le départ, c'est le comité de pilotage, dans lequel on a réuni les 3 chambres, notamment la chambre d'agriculture, le lycée agricole de Font-Labour, l'université Champollion, l'école des mines, les structures d'insertion donc, qui sont à Albi, la communauté d'agglo, les incroyables jardiniers qui sont les incroyables comestibles, et l'ARS. Et la ville d'Albi, bien sûr.
Tout ça pour un petit peu mettre en place, structurer à la fois administrativement et réécrire un petit peu le projet à partir de ce qu'il était et de ce que l'on voulait en faire. À noter que, bien sûr, ça a été porté depuis 2014 au niveau de la ville d'Albi, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc, on a été lauréat de l'appel à projet du PNA en 2018, et notamment donc avec 40 et quelques mille euros d'aide. Et pour moitié, le fléchage était le travail sur les déchets alimentaires dans la restauration collective, surtout dans les écoles. Donc l'idée, ça a été surtout de... On a formé tout le personnel de service parce qu'il fallait en passer par là. Les enfants, c'est les instituts qui les ont formés. Et les enfants, ça s'est fait relativement naturellement puisqu'ils étaient déjà dans ce mouvement. J'en ai pas parlé là, mais dans les 12 écoles d'Albi, dans les 12 écoles municipales, il y a 12 mini-jardins. Et depuis 2014, les enfants cultivent les jardins. On en a notamment un où en plus, on a repris de vieilles céréales pour faire pour le blé, pour faire de la farine, bien sûr, toutes les céréales panifiables, et ils vont jusqu'à faire leur pain. Donc, on a redécouvert des gestes ancestraux. Et les enfants donc, font ça. Les enfants font aussi la cueillette, apprennent à se mettre autour d'une bassine de petits pois. On a découvert que les petits pois, ce n'était pas forcément comme dans les boîtes de conserve, qu'il fallait les écosser. Et je vous assure que ça fait aussi de belles scènes de vie, et ça met quelques évidences dans les cerveaux de nos jeunes albigeois pour la suite de leur vie. Donc, l'écriture du plan alimentaire territorial, le choix du périmètre de la ville. Donc, naturellement, en 2014, c'était le périmètre que je maîtrisais. Vous savez comme moi que c'est un petit peu plus difficile de faire porter des choix politiques dans une communauté d'agglomération, où par définition, nous y siégeons tous, non pas par le suffrage, mais par délégation. C'est quelque chose que l'on aborde aujourd'hui dans cette nouvelle... dans ce départ donc de ces nouvelles, dans la suite de ces nouvelles élections, pardon. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui de faire porter le projet du plan alimentaire territorial au niveau de l'agglomération, et notamment on est sur la création de sociétés coopératives d'intérêt collectif, avec une des premières actions sur les œufs, puisque là il y a un énorme boulot à faire si on veut manger des œufs bio. Il va falloir que l'on se préoccupe de ce travail. Donc, l'idée dans le COPIL, dans l'animation, il y a la grande réunion que nous faisons une fois par trimestre, mais il y a surtout tous les groupes de travail où les interactions sont beaucoup plus rapides, et on est arrivé à faire des choses assez sympas. J'ai mis le lien un petit peu plus loin. Donc, 5 objectifs, 25 actions. Donc, dès 2018, nous avons mis les choses en action. Voilà, on peut télécharger, je vous ai mis le lien là pour pouvoir télécharger le dossier complet de notre PAT. Je vous laisserai, je pense que les documents après circuleront. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ils sont mis en ligne, je le reprécise, hein, mais les forums sont enregistrés et les PowerPoints, sous réserve de l'accord des auteurs, sont mis en ligne sur le site du PUCA, le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, programme Action Cœur de Ville. Voilà, donc un petit peu le résumé de tout ce que je viens de vous dire très rapidement. Dans 2014, on lance l'idée. Rappelez-vous, j'avais essayé de lancer ça un petit peu comme un titre publicitaire, mais je pense que c'était important, puisque à l'époque, c'était pas forcément. Je pense pas que tout le monde était dans ce genre de démarche. Donc l'idée, c'était de travailler sur l'autosuffisance alimentaire. J'aurais pu parler qu'on allait s'occuper de production locale, de produits sains, voilà, mais je pense que le titre faisait que ça a fait un petit peu le buzz, et que c'était quand même très clairement le but. Je voulais qu'on parle de cela, puisque, bon, voilà, tout simplement, là, je suppose que si je vous lance l'idée de vous demander de combien de kilos de pommes de terre vous avez besoin chaque année pour vous ou votre famille, vous allez me dire, oh là là, il faut que je réfléchisse. Alors, si je vous dis pour
notamment, peut-être pas pour les Parisiens, mais pour les autres. Si je vous dis de combien de litres d'essence vous avez besoin, vous allez à peu près me le dire très rapidement. Il y a un rapport à l'alimentation qui a changé, mais qui n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Et en 2014, il fallait un petit peu relancer tout ça. Donc voilà, 2014, on lance tout ça. La ZAD a été un gros moment. Le comité de pilotage nous a permis surtout de travailler avec la Chambre d'agriculture et donc avec ce dont je parlais dans le troisième volet, qui est le travail avec l'agriculture conventionnelle, qui fait partie aujourd'hui des problèmes, entre guillemets, qu'il faut régler. Pour l'anecdote, en 2014, j'avais eu un rendez-vous avec le président de la Chambre d'agriculture qui n'avait pas vraiment compris l'intérêt pour une ville de 52 000 habitants de se doter d'un adjoint au maire à l'agriculture urbaine. Et depuis, ils ont changé d'avis? Ils ont changé d'avis. Pour l'anecdote, il a fallu que la directrice générale se retrouve à une réunion à Paris où son directeur général national lui avait posé la question devant tous ses collègues, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais à Albi? C'est formidable. On parle d'agriculture de manière positive. Voilà. Elle avait été infoutue d'en parler puisqu'il ne me parlait pas. Donc, et après, ça a déclenché un processus de rendez-vous et de rapprochement qui a fait avancer quand même beaucoup le dossier. Voilà, en quelques mots, je pense que j'ai été dans le timing qui m'était donné. Parfait, merci infiniment, monsieur l'adjoint au maire. On est très impressionnés, en tout cas par cette expérience qui part vraiment d'une dimension sociale et participative, avec cette idée que l'alimentation, c'est aussi un objet de la ville et que finalement, on n'est pas hors sujet quand on parle d'action cœur de ville et qu'on rentre dans ces questions alimentaires. Vous l'avez fort bien démontré. On a plusieurs questions qui ont été posées. Je ne sais pas, peut-être Francis veut faire une première remarque autour de… Oui, la première remarque en plus, et je voudrais souligner, donc évidemment l'approche sociale est absolument fantastique, mais aussi dans un cadre patrimonial, parce que quand même, on est là, patrimoine de l'UNESCO, Albi c'est absolument magnifique, et d'avoir irrigué tout ce territoire urbain par cette action, je trouve est vraiment remarquable. Donc déjà, c'était un commentaire très déjà laudateur, hein, quelque chose qui donne envie ça devrait donner envie à d'autres de le développer, tellement c'est facile quand vous expliquez bien en plus que les gens ne le volent pas, mais au contraire y ont accès. Je trouve aussi que cette facilité elle est très belle dans tous les sens du terme. Donc voilà, je trouve que l'action est très très cohérente. Voilà, excusez-moi, il n'y avait pas de question dans ma remarque, mais je voulais quand même souligner ce rapport au patrimoine très, très important. Oui, au patrimoine et aussi avec une véritable action foncière de protection des espaces de culture et des espaces vivriers, alors qu'on sait bien, dans les villes moyennes en particulier, comme la tendance à l'étalement et puis au lotissement des espaces agricoles peut être forte, donc il y a, en particulier dans vos territoires du Sud. Donc il y a vraiment un grand intérêt à votre stratégie, je pense, y compris du point de vue foncier. Je le disais en introduction, on a lancé un programme qui s'appelle les territoires pilotes de sobriété foncière avec Action Cœur de Ville. Et une des questions qui nous est régulièrement posée, c'est comment protéger l'espace agricole, alimentaire, vivrier en périphérie de la ville, avec quels outils pour éviter que naturellement les acteurs économiques se dirigent vers ce type de projet en étalement, qu'ils soient des projets d'activité économique, commerciale ou de lotissement. Et donc il y a cette manière dont la ville centre, dans le cadre de sa communauté de communes, peut intervenir finalement pour protéger et rendre donner à voir les enjeux positifs de la préservation des espaces agricoles et alimentaires, je trouvais particulièrement… C'est toute la, si je peux me permettre, c'est juste, c'est la valence que l'on donne à la chose, à la terre notamment. Bien évidemment, alors Albi, c'est une plaine irrigable. La ville d'Albi fait 4 400 hectares et on a 1 223 hectares de SAE. Sur ces 1 223 hectares, on a beaucoup de masilliculteurs. Et le problème du maïs dans le sud-ouest, tout le monde le sait, c'est qu'on arrose en juillet et août. Demain, ces agriculteurs-là, quand ils viennent se plaindre de PLUI qui vont faire qu'on va prendre des terres pour faire pousser des maisons à la place du maïs, ils n'auront jamais la complicité des urbains. Parce que les urbains, clairement, ils ne vont pas adhérer
arrosées avec l'eau de la rivière. Enfin, voilà, il n'y a pas un lien. Par contre, si ces mêmes terres, demain, elles font des salades, des lentilles ou des pois chiches que les albigeois, que les urbains vont manger, je puis vous assurer que ce rapport utilitariste à la terre, il sera complètement différent. Et les agriculteurs trouveront là des biais de complicité avec les urbains qui mettront de la véritable valeur à... Mais si c'est pour faire pousser du maïs pour aller nourrir des vaches qui ne vivent pas là où elles devraient vivre, bien évidemment qu'il n'y aura pas d'adhésion de la population. C'est très important et très intéressant. Alors, je vous pose les quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Notamment, elles portent sur justement sur cette action foncière et sur la contractualisation finalement sur l'occupation des domaines agricoles. Donc, et puis sur l'exploitation, c'est notamment, je crois que vous l'avez évoqué, mais si vous pouviez préciser comment sont rémunérées, si elles le sont, les personnes qui exploitent les différents espaces, qu'ils soient en ville ou un peu en dehors de la ville. Quel est le modèle économique en gros de ce programme et quelle est l'intervention finalement de la collectivité dans ce modèle économique? Alors, la ville achète le foncier, bien sûr, le met à disposition. Aujourd'hui, on passe par une commission d'installation avec donc il y a un véritable dossier avec la Chambre d'agriculture et le lycée agricole de Font-Labour qui est sur Albi, sur la commune. On a fait bouger les lignes entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, la Chambre d'agriculture reconnaît les exploitants sur 1,5 hectare, ce qui est largement suffisant en maraîchage, surtout quand on met de la valeur ajoutée au produit. Donc, cette commission installe le projet. Et ces gens bénéficient d'un bail précaire, d'un commoda incommoda sur 2, 3 ans, 4 ans. L'idée, c'est que pendant ce temps-là, ils ne paient pas de loyer et ils construisent leur projet. C'est une pépinière, quelque part, mais pour une entreprise de maraîchage. Et puis, quand tout est verrouillé, que ça fonctionne, qu'ils font suffisamment de chiffre d'affaires pour vivre décemment de leur production, à partir de là, on les installe, on pérennise à travers un bail agricole très traditionnel. Ils paient aux alentours de 180 € par an et par hectare, mais pour des terrains de quasiment centre-ville, donc avec un potentiel, le bassin de vie, c'est 100 000 habitants, donc avec des clients un petit peu partout. Et de toute façon, ils n'ont aucun problème de débouché, ils ont plus un problème de production. Voilà, puisqu'on a fait des choix aussi, mais c'est dans l'élaboration du projet. Il y a sur les parcelles quelques noyers, quelques pommiers. Au lieu de vendre les fruits comme ça en vrac, les noix, ils en font de l'huile, les pommes, ils en font du jus. Enfin voilà, ils valorisent et ils retrouvent le véritable métier de paysan, qui est de mettre de la valeur ajoutée à partir de la graine et de transformer et d'aller jusqu'à la démarche finale, c'est-à-dire de vendre. Lié à ça, on a créé un marché paysan qui est à quelques centaines de mètres de cet endroit, sur une ancienne halle maraîchère. Et on a réintroduit ce marché. Et l'idée, c'est que ce n'est pas forcément un marché bio, mais c'est juste un marché où les producteurs signent 3 engagements. Tout ce qu'ils vendent sur cet endroit, c'est eux qui l'ont produit sur leur terre. C'est donc des producteurs. Tout ce qu'ils vendent sur cet endroit, ils en mangent et ils en donnent à leurs enfants. À mon avis, ça vaut tous les labels bio du monde. Et la troisième condition, c'est qu'ils ouvrent les portes de leur exploitation à qui veut venir, quand il veut, pour vendre. Et enfin, ils sont à moins de 60 km d'Albi, puisque c'est notre rayon d'action sur lequel on travaille. Et vous servez aussi de cette production pour alimenter les cantines scolaires, par exemple? Là, la dernière installation, là, sur 4,5 hectares, on l'a fait on a fait le choix, nous, de travailler avec une association avec qui nous travaillions déjà, qui fait de l'insertion par le maraîchage, qui était installée en banlieue toulousaine. C'est des gens chez qui nous sommes déjà clients, mais l'idée, c'était d'avoir un bilan carbone beaucoup plus intéressant. Donc, on les a installés, là, ils sont sur 4,5 hectares avec 5 personnes. Et à terme, ils vont nous fournir 90% de nos légumes pour la cuisine centrale. On a une cuisine centrale qui fait 3600 repas jour. Parfait. Alors, je crois que votre projet inspire beaucoup. Alors, on a vu quand même qu'il avait démarré au début du mandat précédent, donc il s'est écoulé 6-7 ans maintenant. Qu'est-ce que vous diriez finalement des 3 principaux facteurs de réussite selon vous? En 3 mots, qu'est-ce qui a été décisif? On a parlé de l'adhésion des habitants, mais j'imagine aussi de pouvoir trouver des exploitants intéressés. Comment est-ce que vous définiriez les trois clés finalement de réussite?
bien sûr, c'est tout le travail qu'il faut faire avec les citoyens. Il faut essayer de s'appuyer sur des associations. Il faut surtout, dès qu'on le peut, démunicipaliser les actions si on veut que ça fonctionne. Il faut qu'on soit, nous, un soutien derrière. Euh, mais là, nous aussi, on a élaboré à la fois des stratégies. Quand on a installé le premier kiol, c'était le premier endroit public qu'on l'a dévolué pour faire de la production de légumes. Mais là, il a fallu écrire la convention et il a fallu simplifier au maximum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gestionnaire du site, qui est un citoyen, on a son contrat, c'est un contrat annuel qui se renouvelle tacitement quand tout fonctionne bien. Le directeur du service patrimoine végétal a son portable. Et s'il y a un problème à un moment donné, parce qu'on sait que c'est des associations, que ça peut changer, bah, si par exemple l'endroit n'est plus cultivé, bah, ça redeviendra un espace vert, on ira, on remettra de l'herbe et puis voilà. Bon, derrière, c'est de ne pas laisser de traces, bien sûr, mais c'est possible, heureusement, avec la nature quand on ne l'abîme pas trop. Et voilà, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est dès que l'on peut intervenir pour le foncier dans la ville, il faut le faire à travers des ZAD ou d'autres actions. Ça permet aussi de faire passer des messages parce que c'est vrai que si on fait une ZAD, bon, ça sera dévolu à l'agriculture, mais après, sur d'autres espaces, je pense qu'on peut mettre des espaces urbains pour faire de la production si on sait que c'est dans un temps donné, parce qu'on ne sait pas demain si éventuellement on n'aura pas besoin de cette parcelle pour faire une école ou un hôpital. Donc là, ça passe à travers de la contractualisation avec les exploitants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ce volet-là, on travaille, nous, sur l'installation de sociétés coopératives d'intérêt collectif. L'idée étant que la collectivité amène le foncier, que le travail est fourni par des coopérateurs avec tout le bon de ce système, un homme, une action, une voix, qui permet à tous de s'y retrouver. Ce que j'ai vu sur la ZAD où on n'a pas fait ce choix, c'est des entrepreneurs individuels. Et là, c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. C'est des individualités qu'il faut arriver à gérer. J'ai une chargée de mission qui est une merveilleuse diplomate qui s'en sort bien, mais heureusement que c'est elle qui le fait, parce qu'il y a des jours, c'est quand même compliqué. De faire travailler tous ces gens dans le même sens. S'il faut arriver, nous, à les convaincre d'acheter un seul tracteur, c'est parce que ce n'est pas forcément leur truc. Bon, voilà. Et après, le troisième volet, qui, à mon avis, c'est aussi très, très important, c'est ce travail de rapprochement avec les chambres d'agriculture. On a fait un travail un petit peu de défrichage. Je pense que le message est passé un petit peu nationalement. Ce n'est plus l'état des lieux de 2014. Aujourd'hui, je sais que dans beaucoup de chambres d'agriculture, on réfléchit à tout ça. On est poussé par l'extérieur. Voilà, on connaît tous la formule « je suis leur chef, il me faut les suivre ». Ça marche aussi dans le monde agricole et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de poussées, à la fois des acteurs et des consommateurs, pour aller dans ce sens. Voilà, un petit peu les écueils. Mais le lien, c'est les citoyens, le foncier dans la ville, la maîtrise, la pérennité. Et le troisième, c'est vraiment ce travail pour la ceinture verte de nos villes, où il faut arriver à retrouver du bon sens pour pouvoir reproduire localement. Merci. Alors, il y a une question très technique, je vous la pose et puis je vous pose ma dernière question avant qu'on termine cette séquence. Je ne sais pas de quoi il s'agit, ce sont des acronymes. S'agit-il d'une ACI agréée par l'État avec des aides pour les postes, j'imagine, pour les salariés? Ça, c'est Oui. quelque chose autour du milieu associatif que vous mobilisez, j'imagine, mais vous allez nous expliquer. Et ma question à moi, c'est est-ce qu'il y a des conflits d'usage autour de cette stratégie foncière qui est quand même très orientée foncier, naturel, agricole, vivrier? Il doit y avoir quand même possiblement quelque part des gens qui voudraient faire autre chose sur ces sols. Et comment est-ce que vous gérez ça? Y compris dans le cœur de ville, hein, qui peut avoir d'autres usages du sol, d'équipement ou de logement. Pour le statut des associations, on y travaille dessus, oui. C'est un des soucis d'ailleurs sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif où le statut de coopérateur faisait perdre notamment, par exemple, la dotation jeune agriculteur aux gens qui s'installaient. On a mis les parlementaires sur le coup parce que ça nous a semblé complètement fou qu'on ne puisse pas choisir le statut au départ de société coopérative d'intérêt collectif, notamment si on veut inciter les collectivités à mettre à disposition du foncier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bon, après, on peut rentrer, je pense, en contact directement. Oui, oui.
Et après, sur les conflits d'usage, les choses se font vraiment naturellement. Je ne vois pas d'exemple, si ce n'est que, par exemple, dans les jardins participatifs, dans un des jardins participatifs, on a fait le choix de le doubler et aujourd'hui de faire une gestion d'un potager en commun. À côté de ça, sont adossées des parcelles individuelles et des petites parcelles de 20 à 30 mètres carrés. Et au départ, les gens qui cultivaient leur jardin avec leur clôture regardaient un petit peu ces groupes travailler, en plus de travailler en bio, en permaculture avec des technologies agro un petit peu nouvelles, n'adhéraient pas forcément, regardaient ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, des gens des jardins individuels font le choix d'aller pour travailler dans le groupe parce qu'il y a de meilleurs rendements et que ça marche mieux et que c'est plus sympa. Voilà, ça c'est les... On entend un téléphone. Excusez-moi, il y a une personne qui n'a pas coupé son micro. On entend un téléphone. Vous pouvez le couper 06 43 96 78 31. Merci. Vous pouvez compléter. Excusez-moi, c'est un peu gênant. Je n'arrive pas à le faire couper. Allez-y, Monsieur Bois, vous pouvez. Voilà, ça y est. Non, et après, non, les conflits d'usage, je vous ai dit, bon, c'est arrivé à gérer ce patrimoine urbain. Ça passe à travers des messages. Aujourd'hui, nos projets, c'est dans les zones artisanales ou industrielles qui existent, de récupérer des terrains pour mettre dedans de la production maraîchère, par exemple, à proximité d'entreprises. Voilà, c'est le mélange des genres qui fait que. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'aimerais bien que le numéro qui s'affiche dans la discussion éteigne son micro si c'est possible. Et en tout cas, merci beaucoup, Monsieur l'adjoint au maire, pour cette intervention très, très intéressante et inspirante. On a, je pense, trouvé un certain nombre de leviers d'action. Et puis, comme vous le savez, on va publier à la fin de cette saison des forums des solutions un petit guide qui reprendra l'ensemble de vos interventions avec les clés de réussite et les outils. Donc, tous ces outils fonciers en particulier, ces outils coopératifs, ça nous intéresse particulièrement d'en avoir la description pour que d'autres puissent s'en inspirer. En tout cas, bravo pour cette initiative et merci infiniment.